Arc-en-Ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur le juge Jean-Pierre Rosenberg. Bonjour. Bonjour. Monsieur le juge, vous avez fait un livre qui est de taille, c'est un livre qui interpelle beaucoup de monde. Vous avez opté pour le nom de rendre justice aux enfants, mais dans vos interventions, vous parlez aussi d'un autre titre qui vous tient à cœur, la justice aux mémoires. Parce que dans la justice, on y retrouve tous les grands problèmes de société, donc c'est un miroir. La justice renvoie à la société des problèmes qui existent. C'est la question de la filiation, c'est la question de l'autorité parentale, c'est la question des mineurs étrangers isolés, donc des migrations, c'est la question de la violence supportée par les enfants, la violence exercée par les enfants. Bref, on y retrouve dans l'arène judiciaire, on retrouve toutes les grandes problématiques, tous les grands problèmes de société. Donc c'est un miroir. Exactement. Un miroir qui va être le moins déformant possible et qui va être le plus, au sens fort du terme, réfléchissant, c'est-à-dire qu'il va essayer de réfléchir les éléments du problème et pourquoi pas d'apporter des réponses qu'ensuite le législateur va plus ou moins reprendre en compte. Par exemple, sur l'accès à la contraception, ou plus exactement à l'interruption volontaire de grossesse pour les jeunes filles, les décisions qu'on a pu prendre dans les années 75-76, petit à petit, c'est devenu la loi de la République, où désormais une jeune fille peut interrompre sa grossesse sans obligatoirement avoir l'accord de son père ou de sa mère. Voilà, on pourrait prendre d'autres sujets. La question la plus récente qui va venir à échéance bientôt, c'est celle des violences intrafamiliales, des violences supportées par les femmes, mais aussi des violences supportées par les enfants. Eh bien, il y a une proposition de loi qui enfin va être avancée et qui va venir en débat le 29 novembre à l'Assemblée nationale, qui condamne ce qu'on appelle les châtiments corporels. Là, les magistrats, depuis très très longtemps, sont confrontés à ce type de situation. J'ai l'impression, comme vous l'avez bien dit dans votre livre, l'enfant devient un objet, plutôt un être humain qui a des droits, bien sûr, et des devoirs. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, hein. On vient même de très très loin. L'enfant appartenait à ses parents. Ils avaient les parents même un droit de vie et de mort jusqu'au IVe siècle sur l'enfant. Et petit à petit, notamment à la fin du 19e, moitié du 21e siècle, du 20e siècle, la société a réussi à limiter le pouvoir que les parents exercent sur les enfants. Donc, on n'en est pas totalement sorti. C'est tout le débat sur les châtiments corporels. Mais quelque part, l'idée de dire l'enfant n'appartient pas à ses parents, les parents n'ont pas un droit de vie et de mort ou d'exercer des violences sur leur enfant. Certes, ils doivent guider son éducation, certes, ils doivent le protéger, mais le pouvoir qu'on leur reconnaît, que la société leur reconnaît, c'est pour que l'enfant trouve satisfaction dans tous ses besoins fondamentaux. C'est pas un pouvoir qui est donné aux parents par la simple raison qu'ils sont les géniteurs. C'est moi qui t'ai donné la vie, donc tu m'appartiens. Non, on n'est plus dans ce rapport-là. Alors bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des avancées, il y a des reculés. Il y a une période historique, on a beaucoup avancé les années 89. Vous parliez tout à l'heure de la Convention internationale sur le droit de l'enfant. La dynamique qui a débouché sur la Convention internationale a eu des impacts dans tous les pays du monde où petit à petit on a mieux pris en compte les besoins fondamentaux des enfants, notamment en matière de santé, en matière d'éducation. Et il n'empêche que quand on y regarde bien, les enfants sont encore les principales victimes de tous les conflits mondiaux, de la crise économique, de la pauvreté, de la précarité. Et même dans un pays comme le nôtre, la violence physique est une réalité, la violence psychologique est une réalité. Ne parlons pas de la violence sexuelle et de la difficulté que nous avons à la combattre. L'exemple typique, c'est la loi Schiappa, qui a été adoptée au mois d'août dernier, qui ne garantit pas à tous les enfants de France de voir dit que les adultes n'ont pas à avoir de relations sexuelles avec eux. On n'a pas posé ce principe qui aurait dû être posé. Je veux dire qu'il pouvait y avoir des cas dans lesquels un enfant pouvait être consentant. Pour moi, un enfant n'est jamais consentant quand il a moins de 15 ans pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de plus de 18. On aurait dû dire interdit, absolument interdit à tout majeur d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a moins de 15 ans. Bon, on n'y est pas encore. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore des avancées. On va les noter là, le 20 novembre. Il y a eu des progrès qui ont été effectués. Encore récemment, le fait par exemple de se préoccuper de l'acquisition très tôt de la lecture, de l'écriture, du
pas de service social scolaire. La protection maternelle et infantile rencontre beaucoup de difficultés dans ce pays. Ne parlons pas de la psychiatrie infantile. Et tout récemment, vous avez vu combien les magistrats, les juges pour enfants de Bobigny, étaient en difficulté pour faire exercer leurs mesures. Voilà, donc dans la 5e puissance économique mondiale, on n'a pas bien sûr à se lamenter et à dire que tout est noir, mais on pourrait bien mieux faire. De 0 à 20, disons qu'on a 13, 14, mais on pourrait avoir 16 ou 17. Monsieur le juge, le livre, vous évoquez votre passé, vous évoquez votre jeunesse. Chose qui m'a interpellé, et vous avez dit textuellement, peut-être qu'avoir des parents venus d'ailleurs m'a donné une sensibilité à la question de ces enfants étrangers, contraints de venir se réfugier sur notre sol, et c'est mal reçu aujourd'hui. C'est une très très belle paragraphe qui a tout un sens et qui m'amène à une question principale qui est sur tous les lèvres, cette appellation des enfants de la rue, des enfants marocains de la rue à Paris. J'aime pas trop cette appellation, comme vous le savez certainement, vous savez que ça veut dire le mot enfant de la rue chez les Marocains, c'est une insulte. Je dis moi des enfants qui irent quelque part à Paris, je vais pas les appeler des enfants de la rue. Et ces enfants-là, vous avez pris la décision de les prendre en charge à travers votre association. Ma première question, si vous le permettez, dans ce sens. Les médias ont beaucoup commenté ce drame des enfants venant notamment d'ailleurs, et le cas du Maroc. Quelles sont selon vous les vraies raisons à l'origine de ce drame? Bien entendu, pour chaque enfant, il y a des raisons qui sont personnelles. Il y a une équation personnelle. Disons que, en moyenne, ces gamins qui se retrouvent en Europe, et spécialement dans la capitale parisienne, c'est des enfants qui, pour des raisons diverses, n'ont pas réussi à trouver, à être accueillis correctement dans leur pays, soit avec des parents défaillants, soit avec des parents absents, des parents décédés, des parents en grande difficulté, et puis peut-être un système social et de protection sociale qui, pour eux, n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Je ne veux pas apporter de jugement, bien évidemment, à la fois sur le fonctionnement ou dysfonctionnement de la famille marocaine ou sur le fonctionnement et le dysfonctionnement des services de protection sociale, mais par définition, pour se retrouver en Europe coupé de tout, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors, il y a des enfants, sûrement, enfin pour ceux que j'ai pu connaître et rencontrer quand j'étais juge, qui ont voulu échapper à des conditions de vie qui leur paraissaient difficiles ou échapper à un manque de perspective et, à tort ou à raison, ils estiment qu'en Europe, sinon en France, ils vont trouver la possibilité de gagner leur vie, de travailler, pourquoi pas d'étudier, mais en tout cas de gagner de l'argent pour se nourrir, pour vivre et pour envoyer éventuellement de l'argent à leur famille quand les relations familiales existent encore. Bref, il y a toute une série de raisons pour répondre à votre question qui expliquent que ces gamins se retrouvent en France, mais il n'y a pas que. Il y a des Tunisiens qui sont aussi très présents, pas dans le même quartier, mais pas très loin, dans le 19e arrondissement de Paris, alors que les autres sont dans le 18e, les Marocains. Mais il y a aussi des enfants qui sont venus de l'Afrique subsaharienne, il y a des enfants qui sont venus du Sri Lanka, qui sont venus de beaucoup de pays, d'Afghanistan, j'en passais des meilleurs, qui sont venus de très 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 loin. Voilà. Donc il y a un processus de migration qui est lié à la persécution politique dans certains pays, c'est pas le cas au Maroc, et puis il y a surtout une migration qui a un caractère économique, avec, à tort ou à raison, des enfants qui estiment qu'ils n'ont pas d'avenir chez eux, avec des adultes qui, à tort ou à raison, estiment que leurs enfants n'ont pas de perspective dans les pays, et ils les envoient tels des fantassins pour, j'allais dire, gagner leur vie, et pourquoi pas pour nourrir la famille, sinon la communauté. L'explication, ce qui est sûr, c'est que ces jeunes, en région parisienne et dans Paris, sont en situation de danger, puisqu'ils vivent dans la rue, et que la rue en France n'est pas quelque chose d'agréable, voire c'est dangereux. Deuxièmement, c'est des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes et qui peuvent être les victimes de prédateurs, qui, s'ils ne sont pas victimes de prédateurs, peuvent se retrouver dans des attitudes agressives, sinon de violence, liées au souci de trouver de l'argent, liées au souci de financer éventuellement de la drogue. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Bref, ces
ces enfants n'ont pas l'enfance qu'ils devraient avoir. Ils sont en danger et ils sont un danger. Il y a les deux. Pour des raisons sécuritaires, il faut protéger la population contre un certain nombre de jeunes qui sont très agressifs et très préoccupants. Mais dans le même temps, l'immensité de ces enfants-là sont aussi des enfants en danger. Donc, enfants en danger, enfants dangereux, c'est la même chose. Bien sûr. Et il faut non pas éradiquer le problème, il faut s'attaquer au problème. Vous avez raison de dire que le secteur public, le secteur associatif, à travers notamment une association que je préside, est mandaté, va être mandaté encore plus pour venir prendre attache avec ces jeunes, nouer une relation, décortiquer chacune des situations et leur proposer d'autres perspectives que celles qui leur sont offertes, c'est-à-dire un drame, sinon la prison. Une question qui s'impose, monsieur le juge. On parle des enfants, on ne parle pas de majeurs, on parle d'enfants mineurs. Comment la question qui se pose, comment ces mineurs se trouvent-ils ici sur le sol français? Là, c'est pas la vraie question, ou la question la plus délicate. Franchir les frontières oui, comment qui mènent du Maroc jusqu'à Paris, ouais. Ça peut paraître très difficile à tel ou tel endroit. On a tous vu des reportages où effectivement les autorités espagnoles notamment essayent de rendre le plus difficile possible le franchissement de la frontière et notamment l'arrivée dans la métropole. Mais globalement, les moyens pour venir, quand on a envie de venir d'Afrique centrale ou d'Afrique du Nord vers la France et de Paris sont assez faciles à mobiliser. Bon, c'est un problème de temps, c'est un problème d'intelligence, c'est un problème d'argent, parce qu'il y a aussi des filières qui peuvent exister. La question qui est posée, c'est de savoir est-ce que ces enfants viennent en étant en conflit avec leurs parents, ou est-ce qu'ils viennent en étant mandatés par leurs parents. Est-ce qu'à la base, ils sont dans une situation de rupture et pour échapper à des conditions de vie? Est-ce qu'au contraire, ils sont dans une relation de fidélité ou de lien de respect avec leurs parents? Ariennes sont tous mandatés par leurs parents ou par la communauté pour venir en France. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de se former, ils ont envie de travailler. Pratiquement possible, ils ont envie de l'argent dans leur pays. Les enfants d'Afrique du Nord, tunisiens, marocains, sont plus souvent, à mon avis, en rupture avec leur famille. C'est plus difficile de nouer une relation avec eux. Autant les enfants d'Afrique subsaharienne viennent vers les services sociaux, autant les enfants tunisiens ou marocains. Je vous entends très mal, monsieur le juge. Il faut aller vers eux, d'où l'importance de travailleurs sociaux qui dans la rue, d'où la relation avec eux. S'agissant de mineurs, quelles ont été les différentes parties qui ont été consultées pour traiter ce problème? En France, vous voulez dire? Bien sûr, France et pays d'origine. Écoutez, il y a beaucoup d'intervenants, notamment, si on prend la situation française, l'État a des responsabilités à travers la justice, la police, à travers la justice, à travers le ministère de l'Intérieur, mais il y a aussi de nombreux intervenants sociaux, soit publics, à travers le département, soit à travers des associations qui sont soit habilitées à intervenir pour prendre en charge des enfants, soit des associations purement caritatives qui se sont données pour mission de venir aider des enfants. Donc il y a un énorme travail qui est développé sur le terrain pour repérer ces enfants, nouer une relation avec eux et leur offrir des perspectives. C'est pas un travail facile, hein. Exactement. C'est un travail qu'il faut faire avec modestie, avec rigueur, en s'inscrivant sur la durée. C'est pas seulement en disant à un gamin qui est en difficulté, viens me voir, je vais t'aider. Il faut nouer une relation de confiance avec lui. Quand c'est quelqu'un qui des mois, qui ont des années dans la rue, ils n'ont confiance en personne, et se méfient de tout. Il va falloir nouer une relation qui parfois est très très à faire, et puis ensuite, il faut leur offrir des perspectives. Notamment des perspectives de scolarisation, des perspectives de scolarisation, ensuite des perspectives de formation, ensuite il faut les garantir sur le fait qu'ils pourront tenir un petit peu de séjour. Ça peut être un travail très compliqué dans un contexte économique, social, politique qui n'est pas aisé. Si vous regardez l'actualité, pas plus en France qu'ailleurs, les Européens sont très accueillants à l'heure actuelle. Merci infiniment, votre honneur. À bientôt. À bientôt, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.